Environ 6,5 millions de personnes ont été capturées et vendues comme esclaves entre les années 1200 et 1760. À Istanbul, un cinquième de la population était composé d'esclaves. Des enfants chrétiens étaient arrachés à leur famille tous les 3 ou 5 ans, des femmes étaient inspectées nues dans des marchés publics, et des hommes étaient enchaînés à des galères jusqu'à mourir d'épuisement. L'Empire ottoman a construit son pouvoir sur un système d'esclavage qui englobait tous les niveaux de la société. Depuis le devshirme qui transformait des enfants en soldats, jusqu'au harem où des femmes vivaient enfermées à vie, l'esclavage n'était pas une exception, c'était la norme. Les marchés opéraient ouvertement, les prix variaient selon la race et les châtiments étaient brutaux. Comment la vie quotidienne d'un esclave dans cet empire fonctionnait-elle réellement? Que se passait-il après avoir été acheté sur le marché? Y avait-il une possibilité réelle de liberté? Voici l'histoire de l'esclavage dans l'Empire ottoman. Interception et trafic. Le début du cauchemar. L'aube arrivait comme n'importe quel autre dans les villages des Balkans au XVIe siècle. Des familles de paysans se préparaient pour une autre journée de travail dans les champs, des enfants jouaient près des églises orthodoxes et les femmes commençaient leurs tâches domestiques. Mais cette journée serait différente. Au loin, le son des sabots de chevaux annonçait l'arrivée d'une délégation officielle ottomane. Les janissaires étaient arrivés pour exécuter le devshirme, le tribut de sang que l'Empire ottoman imposait à ses sujets chrétiens. Le système devshirme représentait l'une des formes les plus systématiques et traumatiques d'esclavage jamais mises en œuvre par un État. Tous les 3 ou 5 ans, des fonctionnaires ottomans parcouraient les provinces balkaniques avec un objectif spécifique: sélectionner des garçons chrétiens âgés de 6 à 18 ans pour les acta citesins transformés en propriété du sultan. Les janissaires qui exécutaient ces rafles avaient avec eux un firman, un décret impérial qui leur conférait une autorité absolue sur leurs actions. Le premier arrêt était toujours l'église locale, où ils forçaient le prêtre à présenter les registres de naissance de tous les garçons de la village. Les familles étaient convoquées sur la place centrale. Les parents savaient ce qui allait arriver, et la terreur se manifestait sur leurs visages pendant qu'ils formaient des files avec leurs enfants. Les officiels ottomans recherchaient des qualités spécifiques. Ils voulaient les plus intelligents, les plus physiquement aptes, ceux ayant la meilleure apparence. Les enfants avec des défauts physiques ou des maladies visibles étaient immédiatement écartés. Les enfants uniques étaient théoriquement protégés, mais cette règle était souvent violée. Les inspecteurs se promenaient entre les rangs, examinant les dents, les muscles, les yeux. Ils posaient des questions simples pour évaluer l'intelligence. La sélection était méticuleuse et cruelle. Lorsqu'un enfant était choisi, il était immédiatement habillé d'un uniforme rouge distinctif. Cette couleur deviendrait le symbole de sa nouvelle condition. Les mères pleuraient ouvertement, les pères serraient les poings dans l'impuissance. Certains tentaient de soudoyer les officiers pour qu'ils prennent ou laissent leurs enfants, en fonction de leur situation économique. Les familles les plus pauvres voyaient, dans le devshirme, une terrible opportunité. Leurs enfants pourraient avoir une vie meilleure que la misère rurale. Les familles les plus aisées vivaient le cauchemar opposé, voir leurs enfants prometteurs arrachés de leur foyer pour ne jamais revenir. Une chanson populaire d'Épire capturait la douleur collective de ces communautés. Les mères chantaient des malédictions contre l'empereur ottoman pour le mal qu'il infligeait à leur famille. Les vers parlaient de pères enchaînés, de prêtres capturés comme otages pour garantir la livraison des enfants, de frères séparés année après année. Le dernier vers était particulièrement déchirant. Une mère jurait de pleurer tant qu'elle vivrait, car l'année précédente, ils avaient pris son fils, et cette année, son frère. Les enfants sélectionnés étaient regroupés en contingents de 50 à 100 et marchaient vers Istanbul, un voyage qui pouvait durer des semaines. Beaucoup tombaient malades à cause du changement de climat, de la mauvaise alimentation et du traumatisme psychologique. Ceux qui mouraient en chemin étaient simplement laissés derrière. Ceux qui tentaient de s'échapper et étaient capturés recevaient des coups de fouet en public comme avertissement pour les autres. Mais le devshirme n'était qu'un des multiples chemins vers l'esclavage dans l'Empire ottoman. Dans les steppes au nord de la mer Noire, les Tatars de Crimée exécutaient un système de capture encore plus brutal et étendu. Ces incursions d'esclaves étaient des opérations militaires soigneusement planifiées qui pénétraient profondément dans les territoires polonais,
lituaniens, russes et ukrainiens. Les incursions tartares suivaient un modèle saisonnier. Ils attendaient que les récoltes soient ramassées et que les greniers soient pleins, maximisant ainsi le butin matériel en plus de l'humain. Les cavaliers tatars attaquaient à l'aube. Ils encerclaient des villages entiers, mettaient le feu aux maisons pour semer la panique et capturaient tous ceux qu'ils pouvaient. Les jeunes femmes étaient le prix le plus précieux, suivis des enfants et des adolescents. Les hommes adultes étaient également capturés, bien qu'en moins grand nombre. Les personnes âgées et les malades étaient souvent assassinés sur le coup, considérés comme sans valeur pour le marché des esclaves. Les victimes étaient attachées avec des cordes, enchaînées par les chevilles en longues files et forcées de marcher vers le sud, vers la Crimée. Le voyage depuis les villages russes ou polonais jusqu'à Kaffa, le principal port d'esclaves en Crimée, était un enfer de plusieurs jours ou semaines. Les captifs marchaient enchaînés avec des rations minimales de nourriture et d'eau. Les Tatars les forçaient à marcher de longues journées sans considération pour les faibles ou les malades. Quiconque ne pouvait pas suivre le rythme était frappé ou abandonné. Les femmes enceintes qui accouchaient en chemin voyaient leurs bébés jetés sur le côté. Les jeunes enfants qui pleuraient trop recevaient des menaces de mort pour les faire taire. À Kaffa, les captifs entraient dans un système commercial massif. Ce port, contrôlé par les Ottomans depuis 1475, avait été pendant des siècles le centre du commerce des esclaves de la mer Noire. Les entrepôts et les marchés étaient spécifiquement conçus pour le traitement des êtres humains. Les nouveaux arrivants étaient séparés par âge, sexe et conditions physiques. Ils étaient marqués, enregistrés dans des livres de comptabilité et préparés pour le transport maritime vers Istanbul. Entre 1200 et 1760, environ 6,5 millions de personnes ont passé par ce système tartaro-ottoman. La majorité étaient des femmes et des enfants, valorisés pour leur utilité dans les tâches domestiques et, dans le cas des femmes, pour leur exploitation sexuelle dans les harems. Les hommes capturés finissaient souvent dans des travaux forcés plus durs, construction, agriculture ou les redoutables galères. Simultanément, dans la Méditerranée, les corsaires barbaresques d'Alger, de Tunis et de Tripoli menaient leurs propres opérations de capture. Ces pirates musulmans n'attaquaient pas seulement des navires, mais aussi des villes côtières entières d'Italie, d'Espagne, de France et même d'Islande. En 1627, une flotte barbaresque attaqua l'Islande, capturant presque 400 habitants de villages côtiers. Ils furent transportés à Alger, où la majorité fut vendue sur le marché des esclaves et ne revint jamais dans leur patrie. Les corsaires avaient des techniques raffinées. Ils attaquaient la nuit ou à l'aube lorsque les défenses étaient les plus faibles. Ils utilisaient des informations d'espions locaux sur les villes les plus riches et les moins défendues. Une fois capturés, les prisonniers étaient immédiatement évalués. Les riches étaient séparés pour demander une rançon. Les artisans spécialisés étaient valorisés pour leurs compétences. Les autres étaient considérés comme des marchandises ordinaires à vendre. Le transport maritime des esclaves vers l'Empire ottoman était une autre phase de souffrance. Les navires étaient conçus pour maximiser la charge humaine, pas le confort. Les captifs étaient entassés dans des cales sombres, humides et malodorantes. Ils voyageaient enchaînés avec à peine assez d'espace pour s'asseoir. La nourriture était minimale, du pain dur, de l'eau trouble, occasionnellement un peu de poisson salé. Les maladies se propageaient rapidement dans ces conditions. La dysenterie, le typhus et d'autres infections tuaient des pourcentages significatifs des captifs pendant les voyages. Les femmes captives faisaient face à une terreur supplémentaire. Les marins et les gardiens abusaient sexuellement d'elles en toute impunité. Aucune protection n'existait. Une jeune femme attrayante pouvait être violée à plusieurs reprises pendant le voyage. Certaines tombaient enceintes, ce qui les rendait moins précieuses sur le marché des esclaves. D'autres développaient des maladies vénériennes qui les marquaient à vie. Une autre source d'esclaves était plus insidieuse, la vente volontaire d'enfants par des familles appauvries. Dans des régions comme Circassia et la Géorgie, l'extrême pauvreté poussait certains parents à désespérer. Des marchands d'esclaves visitaient des villages en offrant de l'argent pour des garçons et des filles. Les parents, incapables de nourrir leur famille, prenaient la horrible décision de vendre leurs propres enfants. Ils se persuadaient eux-mêmes que les enfants auraient une vie meilleure dans une riche maison à Istanbul que de mourir de faim dans un village montagneux.
Les filles circassiennes étaient particulièrement convoitées. Leur beauté était légendaire dans l'Empire ottoman, et les harems de l'élite payaient des prix extraordinaires pour elles. Une famille circassienne pauvre pouvait recevoir suffisamment d'argent pour une jolie fille afin de survivre 1 ou 2 ans. Les intermédiaires promettaient que les filles seraient bien traitées, qu'elles deviendraient des dames de compagnie de femmes nobles, qu'elles se marieraient peut-être même bien. Ces promesses étaient en grande partie des mensonges. La réalité qui attendait ces filles était l'esclavage sexuel dans des harems où elles ne reverraient jamais leur famille. Lorsque les captifs arrivaient à Istanbul, ils avaient déjà vécu des semaines ou des mois d'horreur. Ils avaient été arrachés violemment à leur vie, avaient vu la mort et la violence, avaient souffert de faim et de maladies, avaient été traités comme du bétail. Et ce n'était que le début. Ce qui les attendait dans les marchés aux esclaves d'Istanbul achèverait leur transformation de personnes libres en marchandises humaines. Le marché des esclaves, inspection et vente humiliante. Le marché des esclaves d'Istanbul était situé au cœur commercial de la ville, entre la mosquée de Nuri Osmaniye et la mosquée d'Atik Ali Pacha, dans une zone connue sous le nom de Tavuk Pazarı, le marché des poulets. Cet emplacement n'était pas accidentel. Le marché des esclaves partageait l'espace avec les bazars les plus importants de la ville, où les marchandises les plus précieuses de l'Empire étaient échangées. Les esclaves étaient traités exactement comme cela, des marchandises précieuses. La structure physique du marché reflétait sa fonction. Elle se composait de petites chambres en bois entourant une cour centrale. Chaque chambre appartenait à un commerçant d'esclaves spécifique. Les chambres avaient des terrasses couvertes à l'avant où les vendeurs et les acheteurs potentiels pouvaient se rencontrer, discuter, prendre du thé ou du café et négocier avant de procéder à l'inspection de la marchandise humaine. Le marché était ouvert de 8 heures du matin jusqu'à midi, tous les jours sauf le vendredi. Les mercredis étaient particulièrement fréquentés, jour de vente aux enchères spéciales pour les esclaves nouvellement arrivés. Un esclave qui arrivait au marché avait déjà subi un traitement préliminaire. Les marchands lavaient les captifs, les habillaient de vêtements propres mais simples et les préparaient pour la présentation. Les femmes étaient coiffées et parfois légèrement maquillées pour rehausser leur apparence. Les hommes étaient rasés si cela améliorait leur aspect. Les enfants recevaient des instructions pour se comporter calmement et de manière obéissante. Tout signe de rébellion ou de traumatisme visible réduisait le prix. Le processus de vente commençait par l'inspection extérieure. Les acheteurs potentiels, accompagnés par le vendeur, examinaient l'esclave entièrement vêtu. Ils évaluaient la taille, le poids apparent, la posture, la couleur de la peau. Ils posaient des questions de base en turc, nom, âge, origine. Peu d'esclaves nouvellement arrivés comprenaient ces questions, ce qui ajoutait de la confusion à leur terreur. Les vendeurs agissaient comme des interprètes lorsque c'était nécessaire, bien qu'ils mentent souvent sur les détails pour améliorer la vente. Si l'acheteur manifestait un intérêt sérieux, une inspection physique détaillée avait lieu. C'était la partie la plus humiliante du processus. L'esclave était emmené dans une pièce plus privée et on lui ordonnait de se déshabiller complètement. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tous étaient soumis à cette dégradation. Les acheteurs examinaient chaque partie du corps avec la même attention qu'ils accorderaient à un cheval ou à une vache. L'inspection commençait par la tête. L'acheteur vérifiait les cheveux à la recherche de poux ou de maladies du cuir chevelu. Il ouvrait la bouche de l'esclave et examinait les dents, les comptant, vérifiant leur état. Les dents étaient des indicateurs importants d'âge et de santé générale. Des dents manquantes ou pourries réduisaient considérablement la valeur. Ensuite, il examinait les yeux à la recherche de clarté, de couleur et de tout signe de maladie oculaire. L'acheteur palpait les muscles des bras et des jambes, évaluant la force physique. Il pressait l'abdomen pour détecter des hernies ou des problèmes internes. Chez les femmes, il examinait les seins, évaluant si elles avaient allaité auparavant, ce qui affectait leur valeur en tant que nourrice ou concubine. L'inspection des organes génitaux était routinière. Pour les jeunes femmes destinées aux harems, vérifier la virginité était crucial, car cela multipliait exponentiellement le prix. L'acheteur cherchait également des cicatrices, des marques de naissance ou tout défaut physique. Une grande cicatrice pouvait indiquer une blessure de bataille ou un accident, réduisant la valeur.
Des marques de coups précédents suggéraient un esclave problématique ou rebelle. Les vendeurs essayaient de cacher ou de minimiser ces défauts, mais les acheteurs expérimentés connaissaient tous les trucs. Tout au long de cette inspection, l'esclave devait rester immobile et silencieux. Toute résistance entraînait des coups immédiats. Les femmes qui pleuraient ou essayaient de se couvrir recevaient des gifles. Les hommes qui montraient de la dignité ou de la résistance étaient frappés avec des bâtons. Les enfants terrifiés étaient menacés de punitions pires s'ils ne coopéraient pas. Cette violence servait de multiples objectifs. Briser la résistance psychologique, montrer à l'acheteur que le vendeur maintenait le contrôle et établir dès le départ la relation de pouvoir absolu. Les prix reflètent une hiérarchie raciale brutale. Les Circassiennes, Géorgiennes et Abkhazes atteignaient 500 livres sterling pour leur peau blanche et leurs traits valorisés. Les Syriennes atteignaient 30 livres. Les Africaines subsahariennes n'atteignaient à peine 20 livres, reléguées systématiquement à des travaux dégradants. Des enregistrements du marché de Crète confirment ce modèle. En 1661, une esclave coûtait 350 gouruches, surpassant la valeur d'une grande maison avec jardin évalué à 300 gouruches. En 1717, même un enfant de 12 ans avec des difficultés mentales valait 27 gouruches, équivalent à 462 kg de viande d'agneau. Les esclaves les plus chers étaient des vierges européennes, âgées de 13 à 25 ans. Leur prix pouvait varier entre 60 et 150 gouruches, en fonction de leur beauté, de leurs compétences et de leur origine spécifique. Les adolescents masculins atteignaient également des prix élevés s'ils faisaient preuve d'intelligence et de capacité physique, en particulier s'ils étaient destinés au système d'Evshirm ou au service du palais. Les eunuques, qui avaient survécu à la castration, étaient extrêmement précieux en raison de leur rareté et de leur rôle spécialisé en tant que gardiens de harems. Le marché avait des réglementations officielles conçues pour prévenir les fraudes. Un inspecteur du marché, le mutezib, supervisait les transactions. Les vendeurs devaient s'assurer que les esclaves n'avaient pas de maladie cachée. Si un acheteur découvrait dans un certain délai que l'esclave était malade ou avait des défauts non révélés, il pouvait retourner la marchandise et récupérer son argent. Cette garantie traitait les êtres humains comme n'importe quel autre produit défectueux. L'État ottoman percevait des impôts sur chaque transaction. Le pensik, un impôt d'un cinquième de la valeur, allait directement au trésor impérial. Ce revenu fiscal significatif créait des incitations perverses. Le gouvernement dépendait économiquement de la poursuite du commerce des esclaves. Chaque captif vendu enrichissait les caisses impériales, donnant à l'État des raisons financières de perpétuer le système. Le marché spécifique pour les femmes, l'Avret Pazarou, fonctionnait avec des particularités supplémentaires. Les inspections étaient encore plus intrusives. Les acheteurs, toujours des hommes, examinèrent les femmes avec une liberté absolue. Ils palpitaient leur corps, évaluaient la fermeté de leurs seins, examinaient leurs organes génitaux. Les vierges étaient vérifiées par un examen physique direct. Cette violation routinière était légale, normalisée et faisait partie intégrante du commerce. Des témoins européens qui ont visité ces marchés ont laissé des descriptions horrifiées. Nicolas de Nicolet, membre d'une ambassade française en 1550, a visité le marché d'Istanbul et a observé la vente de personnes de tous âges et des deux sexes. Il a remarqué que la plupart étaient exhibés nus pour un examen approfondi, en particulier les enfants et les femmes jeunes. Les acheteurs les examinaient comme ils examineraient des chevaux, vérifiant chaque aspect physique avant de décider de l'achat. Ottaviano Bon, ambassadeur italien du XVIIe siècle, a assisté aux enchères où tout le monde pouvait entrer librement pour acheter. Les femmes étaient donc présentées sur des podiums pour une visibilité complète. Les enchérisseurs criaient les qualités de chaque esclave, âge, origine, compétences, virginité. Les offres augmentaient dans une ambiance qui mêlait le commercial à l'obscène. Après des campagnes militaires réussies, Istanbul était le théâtre de spectacles supplémentaires d'humiliation. Les captifs nouvellement capturés étaient défilés dans les principales rues avant d'arriver au marché. Ces processions servaient de multiples objectifs: démontrer la puissance militaire ottomane, intimider les populations potentiellement rebelles et divertir les foules. Les captifs marchaient enchaînés, vêtus de haillons, souvent battus ou crachés par des spectateurs.
Ils étaient délibérément amenés devant les résidences des ambassadeurs étrangers comme message politique. Pour les esclaves, le moment d'être vendus marquait une transition psychologique terrible. Ils avaient été capturés, transportés, traités. Maintenant, ils étaient officiellement la propriété d'une autre personne. Un homme ou une femme qui, quelques jours auparavant, avait été libre, avec un nom, une famille, une identité, était maintenant réduit à un prix en guruche. L'acheteur s'éloignait avec sa nouvelle acquisition et l'esclave entrait dans une nouvelle phase de son cauchemar, la vie sous le pouvoir absolu d'un maître. Devshirme, le système du tribut de sang. Les enfants sélectionnés dans les villages des Balkans pour le Devshirme arrivaient à Istanbul après des semaines de voyages forcés. Là, ils vivaient leur première transformation violente, la conversion à l'islam. Ce n'était ni une décision volontaire ni un processus graduel d'acculturation. C'était une imposition immédiate, brutale, et conçue pour arracher de racines tout vestige de leur identité précédente. Le processus commençait par la circoncision forcée. Pour des enfants âgés de 6 à 18 ans, cette chirurgie sans anesthésie représentait un traumatisme physique et psychologique profond. L'opération était réalisée en masse, traitant des dizaines d'enfants par jour. Les cris des premiers terrifiaient ceux qui attendaient leur tour. Beaucoup développaient des infections post-opératoires dans des conditions peu hygiéniques. Certains mouraient de complications. Les survivants restaient marqués de façon permanente, physiquement altérés comme symbole de leurs nouvelles conditions. Immédiatement après, les enfants recevaient de nouveaux noms musulmans. Cela était plus qu'un changement administratif. C'était une annihilation délibérée de l'identité. Un enfant serbe nommé Stéphane devenait Mehmet. Un enfant grec nommé Dimitrios passait à être Ahmed. Le nom chrétien, lien direct avec la famille et la communauté, était supprimé. On leur interdisait d'utiliser leurs anciens noms sous menace de punitions sévères. Les enfants étaient divisés en 2 groupes selon une évaluation initiale de l'intelligence et du potentiel. Les plus prometteurs, identifiés comme Ichoglani, étaient envoyés dans le système d'entraînement d'élite du palais de Topkapi. Le reste était distribué à des familles musulmanes turques en Anatolie pour une période d'acculturisation de 8 à 10 ans avant d'entrer formellement dans le corps des janissaires. Les Ichoglani intégraient le programme Enderun, un système d'éducation intensive qui durait environ 14 ans. Cette institution fonctionnait simultanément comme école d'élite et champ d'entraînement militaire. Les enfants vivaient dans des dortoirs communs sous supervision constante. La discipline était stricte et les punitions pour infractions mineures étaient sévères. Des coups de fouet, la privation de nourriture, l'isolement dans des cellules sombres, telles étaient des méthodes routinières de contrôle. Le curriculum était exhaustif et conçu pour créer des administrateurs parfaitement loyaux au sultan. Les enfants étudiaient des langues, le turc ottoman obligatoire, l'arabe pour les textes religieux, le persan pour la littérature et la diplomatie. Au cours des siècles suivants, le français et l'anglais ont été ajoutés. Ils étudiaient les mathématiques, nécessaires à la comptabilité et à la logistique militaire. Ils apprenaient la calligraphie, considérée comme un art essentiel pour les fonctionnaires. On leur enseignait le Coran et la jurisprudence islamique, transformant les enfants chrétiens en musulmans instruits. L'entraînement physique était tout aussi intense. Équitation, tir à l'arc, escrime, lutte. Ces compétences étaient pratiquées quotidiennement. Les meilleurs élèves recevaient une instruction spécialisée en tactique militaire, ingénierie de siège et stratégie. Ils apprenaient une étiquette de cour élaborée, mémorisant des rituels complexes de comportement devant le sultan et la cour. Pendant toute cette période, les enfants étaient complètement isolés de leur famille biologique. Il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas de visites, il n'y avait pas de communication de quelque nature que ce soit. Cette séparation était délibérée. L'objectif était de créer des hommes dont la loyauté serait exclusivement envers le sultan, sans liens émotionnels ou familiaux, qui pourraient la compromettre. Les enfants grandissaient dans un environnement conçu pour reconfigurer complètement leur identité psychologique. Ceux qui ne montraient pas de potentiel pour l'Enderun étaient envoyés dans le système alternatif. Des familles turques musulmanes accueillaient un ou plusieurs de ces enfants avec l'obligation de leur enseigner le turc, les coutumes islamiques et un métier utile.
Cette période de service domestique était officiellement décrite comme une éducation bienveillante. La réalité était plus complexe. Les enfants travaillaient comme serviteurs non rémunérés. Certains propriétaires les traitaient relativement bien, les considérant presque comme des fils adoptifs. D'autres les exploitaient brutalement, les utilisant pour des travaux agricoles lourds ou les abusant physiquement et sexuellement. Après cette période d'acculturation, les jeunes étaient à nouveau réunis et formellement incorporés au corps des janissaires en tant qu'assémis, recrues, novices. L'entraînement militaire intensif commençait sérieusement. Ils apprenaient les formations de bataille, la discipline de combat et l'utilisation des armes les plus avancées de l'Empire. Au XVe et au XVIe siècle, les janissaires étaient les premiers en Europe à adopter des armes à feu comme armement principal. Les recrues passaient des mois à apprendre à utiliser des arquebuses et des mousquets avec une précision mortelle. Les diplômés d'Anderun suivaient un chemin différent, mais tout aussi contrôlé. Les plus exceptionnels pouvaient atteindre des postes d'immense pouvoir. Certains devenaient gouverneurs de provinces importantes. D'autres entraient dans la bureaucratie impériale à Istanbul, gravissant les échelons jusqu'à des postes comme defterdar, trésorier impérial, ou même grand vizir, l'équivalent de premier ministre. Des individus spécifiques atteignirent ces sommets. Ibrahim Pacha, grand vizir de Suleyman le Magnifique, avait été un jeune chrétien capturé et éduqué dans le système d'Evshirme. Mais ces cas de succès extraordinaires étaient des exceptions statistiques. La vaste majorité des enfants d'Evshirme terminaient comme soldats de rang moyen ou bureaucrates de bas niveau. Beaucoup mouraient lors de campagnes militaires avant d'atteindre des positions de pouvoir. D'autres passaient des décennies dans des garnisons éloignées sans espoir de promotion. Le système promettait une mobilité sociale, mais la réalité était qu'il produisait principalement des soldats obéissants et des fonctionnaires médiocres. Le traumatisme psychologique du Devshirme était dévastateur et durable. Les enfants subissaient une perte catastrophique à de multiples niveaux simultanément. Ils perdaient leur famille, leur communauté, leur langue maternelle, leur religion, leur nom, leur identité culturelle. Tout ce qui définissait qui ils étaient, leur était arraché et remplacé par une nouvelle identité imposée par la force. Ce processus engendrait des dégâts psychologiques que beaucoup ne surmontaient jamais complètement. Certains développaient ce que nous appellerions maintenant le syndrome de Stockholm, s'identifiant complètement à leurs ravisseurs et adoptant un fanatisme sincère envers l'Empire ottoman et l'islam. D'autres maintenaient une résistance psychologique secrète, préservant des souvenirs fragmentés de leurs vies antérieures. Certains essayaient de maintenir des rituels chrétiens en privé, priant en grec ou en serbe, quand personne ne les écoutait. Ces actes de résistance silencieuse étaient très dangereux. S'ils étaient découverts, ils pouvaient entraîner une exécution pour apostasie. Un archevêque grec a écrit une supplication formelle au sultan détaillant la souffrance causée par le Devshirme. Il décrivait comment les enfants étaient forcés d'adopter des coutumes étrangères, des vêtements barbares, un langage incompréhensible et des pratiques impies, le tout dans un instant traumatique. Il exprimait la peur collective que les enfants soient castrés et transformés en eunuques ou exposés à l'homosexualité que les Grecs associaient aux janissaires. L'archevêque déplorait la destruction de la continuité familiale. Un père n'aurait pas son fils pour être enterré correctement selon les rites chrétiens. Les mères vivaient en sachant que leur fils serait perdu pour toujours, incapable de revenir, incapable de maintenir le contact. La question rhétorique de l'archevêque résonnait avec douleur. Qui ne pleurerait pas son fils quand un garçon libre devient esclave ? L'aspect spirituel était considéré comme le plus tragique pour les communautés chrétiennes. Les enfants baptisés, initiés au christianisme orthodoxe, destinés à devenir membres de l'Église, étaient circoncis et convertis à l'islam. Du point de vue chrétien, cela représentait une condamnation éternelle. L'enfant était séparé de Dieu, enlacé avec le diable, destiné à l'obscurité éternelle. Pour les parents dévots, cela était pire que la mort physique. Le système d'Evshirme générait également des paradoxes et des contradictions étranges. À mesure que les diplômés du système atteignaient des postes de pouvoir, certains commençaient à utiliser leur influence pour bénéficier à leur région d'origine. Bien qu'il leur fût officiellement interdit de maintenir des liens familiaux,
Certains le faisaient en secret, canalisant des fonds ou une protection vers leur village natal. Ces cas étaient rares et risqués, mais documentés. Une autre paradoxe était que certaines familles, après des décennies à voir le système en fonctionnement, ont commencé à le considérer comme une opportunité plutôt que comme une malédiction. Des familles bosniaques et albanaises musulmanes demandaient que leurs enfants soient inclus dans le Devshirme, violant ainsi le principe fondamental selon lequel il était exclusif aux chrétiens. Ces demandes reflétaient à la fois la convoitise pour la mobilité sociale et la normalisation d'un système fondamentalement atroce. Le déclin du Devshirme a commencé au XVIIe siècle. Les janissaires, désormais dotés d'un pouvoir politique considérable, ont réussi à faire pression pour que leurs propres fils puissent entrer dans le corps. En 1594, les musulmans ont été officiellement autorisés à occuper des postes précédemment réservés au Devshirme. En 1648, le système a été effectivement abandonné. Une tentative de le rétablir en 1703 a été rejetée violemment par les propres janissaires, qui étaient désormais pour la plupart des fils de janissaires antérieurs, et ne voulaient pas de la concurrence de nouveaux recrues chrétiens. À ce stade, le Devshirme avait opéré pendant environ 3 siècles, traitant des centaines de milliers d'enfants chrétiens. Cela avait été l'un des piliers du pouvoir militaire et administratif ottoman. Cela avait également été l'une des formes les plus systématiques d'esclavage enfantin jamais mises en œuvre par un État. Les cicatrices psychologiques et culturelles qu'il a laissées dans les communautés balkaniques ont persisté pendant des générations, devenant une partie du traumatisme historique collectif des Grecs, Serbes, Bulgares et Albanais sous domination ottomane. Esclavage domestique, la réalité quotidienne. L'aube arrivait tôt pour les esclaves domestiques dans les maisons d'Istanbul. Avant que les premiers rayons de soleil n'illuminent les minarets de la ville, ils étaient déjà réveillés, commençant des tâches qui ne se termineraient pas avant, bien après la nuit. L'esclavage domestique représentait l'expérience la plus courante pour la majorité des esclaves dans l'Empire ottoman. Des estimations suggèrent qu'entre 60 et 80% de tous les esclaves travaillaient dans des contextes domestiques, allant des mentions de vizirs aux maisons de commerçants de la classe moyenne. Les tâches commençaient par la préparation du feu et de l'eau. Les esclaves devaient allumer les cuisines, chauffer de l'eau pour les ablutions religieuses matinales de leur maître et préparer le petit déjeuner. Dans des maisons d'élite avec plusieurs esclaves, il y avait une hiérarchie claire des tâches. Les esclaves les plus anciens ou favoris effectuaient des travaux moins physiquement exigeants. Les nouveaux arrivants ou moins favoris recevaient le travail le plus dur et sale. Les hiérarchies raciales du marché déterminaient les tâches assignées, avec des esclaves africains effectuant un travail plus lourd, tandis que des esclaves blancs recevaient des rôles moins physiquement exigeants, comme servir le café, recevoir des invités ou agir en tant que nourrice. La cuisine était un espace de travail intense. Préparer de la nourriture pour une grande maison ottomane était un processus laborieux. Les esclaves moulinaient des grains à la main pour faire de la farine. Ils coupèrent des légumes, nettoyaient de la viande, préparèrent des épices. La cuisine ottomane nécessitait des techniques complexes, pilaf parfaitement cuit, kebab grillé uniformément, dolmas enroulé avec précision. Les esclaves apprenaient ces compétences par nécessité, sous la menace de punition si la nourriture ne répondait pas aux attentes. Le nettoyage de la maison était une autre responsabilité constante. Les maisons ottomanes étaient spacieuses et ornées avec plusieurs chambres, des cours intérieures et des zones séparées pour les hommes et les femmes. Tout devait rester impeccable. Les esclaves balayaient les sols, secouaient des tapis élaborés, polissaient des objets en laiton et en cuivre, lavaient les fenêtres, nettoyaient les cheminées. En été, ils luttaient contre la poussière constante. En hiver, contre la suie des nombreuses cheminées. Le bain turc, ou hammam, dans les maisons riches, nécessitait une préparation élaborée. Les esclaves chauffaient de grandes quantités d'eau, préparaient des huiles parfumées et des savons, organisaient des serviettes propres. Pendant le bain, les esclaves s'occupaient des femmes de la famille, lavant leur corps, les massant, leur coiffant les cheveux. Cette intimité forcée ne créait pas, et, d'égalité, le pouvoir restait toujours avec les maîtresses. Les enfants de la famille recevaient l'attention d'esclaves assignés spécifiquement comme nourrices ou assistantes.
Les esclaves allaitaient des bébés qui n'étaient pas les leurs, alors que leurs propres enfants, s'ils en avaient, étaient fréquemment séparés d'elles ou négligés. Les nourrices passaient des journées entières à surveiller de jeunes enfants, à jouer avec eux, à leur enseigner leurs premiers mots, à changer des couches sales. Elles développaient des liens émotionnels avec ces enfants, juste pour qu'à tout moment, elles soient vendues à une autre maison, les arrachant aux seuls affects permis dans leur vie. Les esclaves qui savaient coudre et broder passaient des heures à produire des vêtements et des textiles élaborés. Elles brodaient des motifs complexes sur des mouchoirs et des nappes. Elles cousaient des robes pour les femmes de la maison. Elles réparaient des vêtements endommagés. Ce travail nécessitait des compétences et de la concentration, effectuée dans des positions inconfortables pendant des heures. La vue de nombreuses esclaves se détériorait en cousant avec une lumière inadéquate. Les esclaves masculins dans les ménages effectuaient des travaux différents mais tout aussi exigeants. Ils prenaient soin des jardins, taillaient les arbres, maintenaient les fontaines en fonctionnement. Ils effectuaient des réparations d'entretien en réparant les toits avec des fuites, en remplaçant les carreaux cassés, en peignant les murs. Ils servirent de portiers, vérifiant les visiteurs. Ils accompagnaient leurs maîtres lors de sorties, portant des paquets, tenant des parapluies, préparant des chevaux. Certains esclaves masculins travaillaient comme assistants d'artisans. Un forgeron pouvait avoir des esclaves qui faisaient fonctionner des soufflets, organisaient des outils ou réalisaient un travail préliminaire de base. Un charpentier utilisait des esclaves pour charger du bois, mélanger de la colle ou maintenir des pièces pendant l'assemblage. Ces esclaves apprenaient des métiers précieux, mais pas en tant qu'apprentis qui deviendraient éventuellement indépendants, mais comme une propriété qui générait de la valeur pour leur propriétaire. La journée de travail n'avait pas de limite claire. Les esclaves étaient disponibles 24 heures sur 24. Si le maître voulait de l'eau à minuit, l'esclave devait se lever et l'apporter. Si des invités arrivaient de manière inattendue, les esclaves devaient préparer à manger et arranger des chambres sans se soucier de l'heure. Cette disponibilité constante signifiait un sommeil régulièrement interrompu et une fatigue perpétuelle. Les conditions de vie variaient énormément selon la richesse et le tempérament du propriétaire. Dans des maisons d'élite, les esclaves dormaient dans des chambres destinées aux serviteurs, petites mais couvertes. Ils recevaient des vêtements appropriés et une nourriture suffisante, bien que toujours de qualité inférieure à celle de la famille. Dans des maisons plus modestes, les esclaves dormaient où ils pouvaient, dans des cuisines, dans des couloirs, dans des écuries. Leurs couvertures étaient des haillons, leur nourriture était des restes. La punition était un élément intégral de l'esclavage domestique. Les maîtres avaient le droit légal de punir physiquement leurs esclaves. Les coups de bâton ou de fouet étaient courants pour des infractions mineures, casser une assiette, mal cuisiner un repas, arriver en retard avec un message. Les punitions les plus sévères incluaient enchaînement, privation de nourriture ou enfermement dans des sous-sols sombres pendant des jours. L'abus sexuel était endémique dans l'esclavage domestique. Selon la loi islamique, les maîtres hommes avaient un accès sexuel légal à leurs esclaves. Cela n'était pas considéré comme un viol au sens légal de l'époque. C'était un droit de propriété. Les esclaves ne pouvaient pas refuser sans risque de châtiment sévère. Beaucoup tombaient enceintes de leurs maîtres. Les enfants issus de ces unions naissaient techniquement libres selon la loi islamique, mais en pratique, ils vivaient dans un flou légal et social. Les esclaves enceintes de leurs maîtres acquéraient le statut spécial walad, mère de l'enfant du maître. Elles ne pouvaient pas être vendues. Lorsque le maître mourait, elles devaient être libérées. Cependant, jusqu'à ce moment, elles restaient en esclavage et leur vie s'améliorait ou se détériorait en fonction de si les épouses légitimes du maître les acceptaient ou les traitaient avec cruauté par jalousie. Les esclaves domestiques existaient dans une étrange ambiguïté légale et sociale. Ils n'étaient pas complètement invisibles en tant que marchandises pures. Ils vivaient dans des foyers, interagissaient quotidiennement avec des familles, assistaient à des intimités. Certains maîtres développaient des affections sincères envers certains esclaves. Mais cette affection n'effaçait jamais la relation fondamentale de pouvoir. Un esclave chéri pouvait être vendu demain si une nécessité financière ou un caprice du maître se présentait. La loi islamique protégeait théoriquement les esclaves des abus extrêmes.
Un maître qui tuait son esclave risquait des sanctions légales. Un esclave mutilé ou gravement blessé pouvait faire appel à un cadi, juge islamique. En pratique, ces protections fonctionnaient rarement. Les esclaves craignaient les représailles de dénoncer leur maître. Les cadis favorisaient fréquemment les propriétaires sur les esclaves. Les punitions pour les maîtres abusifs étaient minimales lorsqu'elles étaient appliquées. Certains esclaves domestiques développaient des stratégies de survie. Ils apprenaient à lire les états d'esprit de leur maître, anticipant les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Ils cultivaient des relations avec d'autres serviteurs, créant des réseaux de soutien informels. Les esclaves qui faisaient preuve de compétences particulières, de loyauté fiable ou qui survivaient simplement assez longtemps pouvaient éventuellement obtenir un traitement légèrement meilleur. Mais la réalité fondamentale ne changeait jamais. Ils étaient propriétés. Ils pouvaient être vendus à tout moment. Leurs vies étaient complètement à la merci d'une autre personne. Ils n'avaient pas de droit sur leur propre corps, leur travail, leur avenir. Cette condition de non-personne définissait chaque instant de leur existence, depuis qu'ils se levaient jusqu'à ce qu'ils tombent épuisés dans le sommeil. Le harem impérial et l'esclavage sexuel. Le harem ottoman existait comme une institution complexe où l'esclavage sexuel était normalisé, systématisé et codifié dans la loi. Contrairement aux fantasmes orientalistes européens de luxe exotique et de plaisir consensuel, le harem était fondamentalement un système de confinement et d'exploitation sexuelle des femmes qui n'avaient aucun choix sur leur vie, corps ou destinée. Les femmes qui entraient dans le harem impérial ou dans les harems de l'élite provenaient principalement de 3 sources: achats sur les marchés d'esclaves, capture lors d'incursions militaires ou livraison en tant que tribut des gouverneurs provinciaux au sultan. Les plus recherchées étaient des jeunes circassiennes, géorgiennes et abkhazes, appréciées pour leur beauté selon les normes ottomanes. Les familles dans ces régions, dévastées par l'extrême pauvreté, vendaient parfois volontairement leurs filles à des trafiquants promettant des destinations dans des harems de l'élite. Le processus commençait par l'achat ou la remise de filles, souvent âgées de 6 à 10 ans. Cet âge précoce était délibéré. Les jeunes filles étaient considérées comme plus faciles à former et à façonner selon les besoins et les attentes du harem. Elles étaient immédiatement séparées de toute connexion familiale, recevaient de nouveaux noms turcs et étaient assignées à des esclaves plus expérimentés comme mentors. L'entraînement était exhaustif et conçu pour transformer les filles en objets de plaisir et de divertissement parfaitement raffinés. Elles apprenaient le turc ottoman couramment. Elles étudiaient l'arabe et le persan pour pouvoir réciter de la poésie classique. On leur enseignait la musique, à jouer d'instruments comme le oud, le kanoun ou la flûte nez. Elles pratiquaient le chant pendant des heures, développant des voix mélodieuses. Elles apprenaient des danses sensuelles, des mouvements conçus pour attirer et exciter. L'entraînement incluait des arts érotiques explicites. Les esclaves les plus expérimentés enseignaient aux jeunes des techniques sexuelles spécifiques. Comment toucher, comment bouger, comment satisfaire. Cet entraînement sexuel des jeunes filles était institutionnalisé et considéré comme une préparation nécessaire. Les jeunes filles apprenaient que leur corps ne leur appartenait pas, que leur but était de satisfaire les désirs masculins. Les conditions physiques du harem reflétaient sa fonction d'enfermement. Le harem impérial de Topkapi occupait des sections entières du palais, complètement séparées des zones masculines. Les femmes vivaient dans des chambres organisées hiérarchiquement. La valide sultan, mère du sultan, occupait les appartements les plus luxueux. Les favorites du sultan, les hazeki, avaient des chambres élégantes. Les concubines de rang inférieur vivaient dans des dortoirs communs. Les esclaves qui ne servaient que comme femmes de ménage dormaient dans des pièces basiques. Le harem était surveillé par des eunuques, des hommes castrés qui pouvaient se déplacer entre les zones masculines et féminines. Les eunuques noirs africains, qui avaient survécu à la castration complète du pénis et des testicules, occupaient les positions les plus élevées dans la hiérarchie des gardiens. Le Kislar Aga, chef des eunuques noirs, était l'une des personnes les plus puissantes de l'Empire, contrôlant l'accès au sultan et gérant les communications entre le harem et le monde extérieur. Les femmes du harem vivaient en réclusion absolue, passant des années ou des décennies entières sans voir l'extérieur des murs du palais.
Si jamais elles sortaient, c'était dans des carrosseries fermées avec des rideaux opaques, complètement voilées, isolées du monde. Cette réclusion forcée générait des problèmes psychologiques sévères, dépression, chronique, anxiété, sensation de mort en vie. La hiérarchie du harem était brutale et compétitive. Au sommet se trouvait la valide sultan, qui exerçait un pouvoir politique significatif à travers son fils. Les Haseki, favorites officielles du sultan, profitaient d'énormes privilèges, appartements luxueux, bijoux coûteux, cortèges de serviteurs. Mais maintenir cette position nécessitait une navigation politique constante. Une favorite pouvait tomber en disgrâce soudainement si le sultan se lassait d'elle ou si une autre femme attirait son attention. Les concubines ordinaires, appelées Iqbal, vivaient dans l'espoir perpétuel d'être appelées au lit du sultan. La majorité n'était jamais appelée. Elles passaient leur vie dans un limbe, ni complètement rejetées, ni reconnues. Leur existence était celle d'une attente interminable, sachant que leur valeur dépendait entièrement du caprice sexuel d'un homme qui peut-être ne les regarderait jamais. Les odalisques, esclaves de rang inférieur, servaient des femmes de statut supérieur. Elles nettoyaient des chambres, préparaient des bains, coiffaient des cheveux, massaient des corps. Elles étaient également piégées, servant des femmes qui, à leur tour, étaient esclaves d'un système qui les objectifiait toutes. Le système sexuel du harem fonctionnait selon des principes calculés. Les sultans ottomans ont adopté la politique d'avoir seulement un enfant avec chaque concubine. Après qu'une femme a donné naissance à un fils, le sultan cessait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Cette politique limitait le pouvoir de toute concubine individuelle. Une femme ne pouvait pas accumuler plusieurs enfants qui renforceraient sa position. Cela signifiait également que la plupart des concubines qui réussissaient à avoir des relations avec le sultan le faisaient seulement une ou quelques fois dans leur vie. Les femmes qui mettaient au monde des enfants pour le sultan obtenaient un statut spécial, mais entraient également dans une compétition politique dangereuse. Dans le système de succession ottoman, tous les fils du sultan étaient des prétendants légitimes au trône. Lorsqu'un sultan mourait, une lutte fratricide entre les princes suivait souvent. Les mères de ces princes devenaient des actrices politiques, formant des alliances, conspirant, parfois ordonnant des meurtres. Le harem n'était pas seulement une prison sexuelle, c'était une arène d'intrigues politiques mortelles. La réalité pour la grande majorité des femmes dans les harems était celle d'une frustration sexuelle et émotionnelle perpétuelle. Entourées de luxe matériel dans les harems d'élite, mais privées de liberté, d'amour véritable, ou d'un but au-delà d'être des objets potentiels du désir masculin. Certaines développaient des relations lesbiennes entre elles, cherchant du réconfort et du plaisir dans des contextes où les hommes contrôlaient l'accès hétérosexuel. La charia prohibait cela techniquement, mais c'était fréquemment toléré ou ignoré. Les témoignages de femmes ayant vécu dans des harems révèlent la réalité psychologique. Hayri Melek Huns, écrivaine circassienne de la fin de la période ottomane, a écrit sur la souffrance des concubines caucasiennes. Dans son histoire, Altın Zincir, Chaîne d'or, elle racontait comment les concubines désiraient leur terre natale. Malgré des opportunités de vie d'élite pour certaines, elles restaient esclaves. Leurs existences en tant que femmes étaient ruinées. La métaphore de la chaîne d'or saisissait parfaitement la contradiction. Luxe matériel qui ne pouvait compenser la perte de liberté et d'humanité. Leyla Achba, une autre femme circassienne, a écrit des mémoires intitulées « Harem Hatiratu », mémoire du harem. Ces descriptions révélaient la monotonie écrasante, la concurrence constante entre les femmes pour une attention masculine limitée et le désespoir de femmes intelligentes dont les capacités étaient gaspillées dans des existences de confinement décoratif. L'abus sexuel dans les harems ne se limitait pas aux relations sexuelles. Les maîtres avaient un accès corporel illimité. Ils pouvaient toucher, palper, inspecter leurs esclaves quand ils le souhaitaient. Les femmes devaient se baigner nues en présence du maître si celui-ci le désirait. Elles devaient s'habiller de la manière que lui spécifiait. Leur corps était complètement contrôlé par la volonté et les fantasmes de leurs propriétaires. Les esclaves qui résistaient ou rejetaient des avances sexuelles faisaient face à des punitions sévères. Fouets, enfermement dans des cellules sombres, privation de nourriture, dégradation de statut au sein du harem. Certaines étaient vendues à des situations pires, bordels déguisés,
maisons d'hommes connues pour leur cruauté ou travail agricole brutal. La menace de vente maintenait les femmes en ligne. Les harems de l'élite non impériale suivaient des schémas similaires, mais avec moins de ressources. Un vizir riche pouvait entretenir 5 à 10 concubines. Un gouverneur provincial réussi pouvait avoir 3 ou 4. Des marchands fortunés avaient souvent 1 ou 2. Ces harems plus petits manquaient du luxe du palais, mais le contrôle et l'exploitation sexuelle étaient identiques. La ségrégation de genre était rigoureusement appliquée. Les harems étaient interdits à tous les hommes, sauf aux propriétaires et aux eunuques castrés. Frères, fils adultes, amis, visiteurs. Aucun homme ne pouvait entrer. Cette ségrégation était justifiée comme une protection de l'honneur féminin. En réalité, elle fonctionnait comme un système de contrôle pour empêcher les femmes de développer des alliances externes qui pourraient faciliter une évasion ou une résistance. Les visites entre harems de statut similaire étaient parfois autorisées. Les femmes d'un harem visitaient un autre, toujours fortement voilées pendant le transit, toujours accompagnées par des eunuques. Ces visites fournissaient un contact social limité, mais renforçaient également les normes du système. Les femmes voyaient que leur situation n'était pas unique, que c'était ainsi que fonctionnait la société d'élite ottomane. Les Européens qui visitaient l'Empire ottoman ont développé une fascination obsédante pour les harems. Des peintres comme Jean-Auguste Dominique Ingres ont créé des œuvres comme « Le bain turc », représentant des femmes nues dans des environnements luxueux. Ces peintures étaient des fantasmes érotiques masculins qui disaient plus sur les désirs orientalistes européens que sur les réalités ottomanes. Elles présentaient le harem comme un paradis sensuel, effaçant complètement l'esclavage, le confinement et la souffrance. Certains visiteurs européens, en particulier des femmes, ont fourni des descriptions plus sobres. Lady Mary Wortley Montagu, épouse de l'ambassadeur britannique en 1717, a visité des harems à Istanbul. Ses lettres décrivaient le luxe matériel, mais notaient également la monotonie et les limitations de la vie de ces femmes. Elle reconnaissait qu'en comparaison avec les serviteurs européens, les esclaves du harem avaient plus de temps libre et de meilleures conditions matérielles. Mais elle observait également qu'elles restaient fondamentalement enfermées. L'abolition progressive de l'esclavage au XIXe siècle a affecté lentement le système des harems. Le commerce des esclaves circassiennes et africaines a continué illégalement des décennies après les interdictions officielles. Les harems impériaux ont maintenu des concubines jusqu'à l'abolition du sultanat en 1922. Les dernières concubines du harem impérial ont vécu leurs dernières années au palais de Topkapi comme des anachronismes d'un système disparu, témoins vivants d'une institution qui avait asservi des centaines de milliers de femmes pendant 6 siècles. Route vers la liberté ou son illusion. La loi islamique reconnaissait la manumission, la libération des esclaves, comme un acte vertueux. Les textes religieux encourageaient les croyants à libérer des esclaves comme forme de piété et d'expiation des péchés. Le Coran mentionnait spécifiquement la libération des esclaves comme un acte méritoire. Cette tradition créait une structure légale théorique où l'esclavage n'était pas nécessairement perpétuel. Cependant, la réalité de la manumission dans l'Empire ottoman était complexe, limitée et fréquemment illusoire. La méthode la plus courante de manumission était le contrat mukatebe. C'était un accord légal entre maître et esclave, où l'esclave achetait sa propre liberté. Le maître fixait un prix, généralement équivalent à la valeur marchande de l'esclave, plus un bénéfice. L'esclave devait payer ce prix, soit en un seul versement, soit en plusieurs paiements sur une période déterminée, généralement entre 8 et 12 ans de service supplémentaire. En théorie, le mukatebe offrait un chemin vers la liberté. En pratique, c'était un système d'exploitation supplémentaire. Les esclaves sous mukatebe continuaient de travailler pour leur maître sans paiement ou avec un paiement minimal. Ils devaient générer l'argent pour acheter leur liberté à travers un travail supplémentaire en dehors de leurs obligations envers le maître ou par le biais d'économies accumulées douloureusement pendant des années. Beaucoup d'esclaves n'arrivaient jamais à rassembler la somme complète. La liberté restait toujours à l'horizon, perpétuellement hors de portée. Les maîtres avaient des incitations à fixer des prix de manumission impossiblement élevés. Un esclave précieux générait du travail et des revenus.
Le libérer signifiait perdre cette source de valeur. Les maîtres manipulaient fréquemment les contrats mukatebe, ajoutant des coûts supplémentaires ou prolongeant les délais. Si un esclave violait quelconque terme du contrat, même des technicités mineures, le maître pouvait annuler l'accord et conserver tout argent déjà payé. Une autre forme de manumission était à travers le testament du maître. Beaucoup de propriétaires spécifiaient dans leur testament que certains esclaves devaient être libérés après leur mort. Cela était considéré comme un acte final de piété qui bénéficiait à l'âme du défunt. Cependant, cette forme de liberté dépendait complètement de la volonté du maître. Les esclaves attendaient des années ou des décennies, sans garantie que le testament ne serait pas modifié. Et ils devaient servir jusqu'à la mort du maître, qui pouvait survenir lorsque l'esclave était déjà âgé. Les esclaves qui donnaient des enfants à leur maître obtenaient un statut légal spécial walad, mère de l'enfant du maître. Selon la loi islamique, ces femmes ne pouvaient pas être vendues. Lorsque le maître mourait, elles devaient être libérées automatiquement. Ce système créait des incitations perverses. Certaines esclaves cherchaient activement à tomber enceintes de leur maître comme stratégie de survie, bien que cela signifiait accepter le viol comme moyen vers une possible liberté future. Cependant, le statut walad ne garantissait pas une vie tolérable. L'esclave restait dans la maison, fréquemment en conflit avec des épouses légitimes jalouses. Si l'enfant qu'elle avait donné naissance mourait jeune, son statut protecteur disparaissait, et la liberté n'arrivait qu'avec la mort du maître, ce qui pouvait être des décennies dans le futur. En attendant, elle restait en esclavage, son corps et son travail contrôlés complètement. La conversion à l'islam ne conduisait pas à une manumission automatique. C'était un malentendu courant parmi les captifs chrétiens récemment asservis. Certains se convertissaient en espérant que la conversion les libérerait. La loi islamique était claire. Un esclave qui se convertissait à l'islam restait esclave. La religion de l'esclave était sans pertinence pour son statut légal. Les maîtres musulmans pouvaient posséder des esclaves musulmans sans violer les principes religieux. Certains esclaves tentaient de s'échapper. Les fuites étaient extrêmement risquées. Les esclaves fugitifs capturés faisaient face à des châtiments brutaux, des coups de fouet sévères, des marques au fer rouge ou des mutilations. Dans certains cas, des esclaves fugitifs recapturés étaient exécutés publiquement comme avertissement aux autres. Les réseaux de soutien pour les esclaves fugitifs étaient pratiquement inexistants. Les esclaves n'avaient pas de documents d'identité. Quiconque sans papiers appropriés était suspecté d'être fugitif. Même si un esclave parvenait à s'échapper, où irait-il? Un esclave à Istanbul, séparé de sa terre natale par des centaines ou des milliers de kilomètres, sans argent, sans bien connaître la langue, sans connexion, faisait face à des probabilités impossibles d'atteindre un territoire où il pourrait être libre. Les esclaves d'origine européenne devaient traverser des frontières impériales vers des territoires chrétiens. Ce voyage était pratiquement impossible sans aide organisée. Les organisations caritatives chrétiennes mettaient en place des systèmes de sauvetage pour les captifs chrétiens, en particulier pour ceux capturés par des corsaires barbaresques. Des ordres religieux comme les trinitaires et les mercedaires recueillaient des fonds spécifiquement pour acheter la liberté des captifs. Cependant, ces efforts ne sauvaient qu'une petite fraction du total des esclaves. Ils prenaient en priorité les cas de haut profil, nobles capturés, clercs ou personnes dont les familles pouvaient contribuer de manière significative au sauvetage. Les esclaves qui finissaient par gagner leur liberté faisaient face à des défis continus d'intégration sociale. Un esclave libéré, appelé azatli, portait un stigmate permanent. La société ottomane les voyait comme inférieurs aux personnes nées libres. Les mariages entre libérés et personnes de famille libres étaient rares et souvent désapprouvés. Les libérés travaillaient dans des occupations de faible statut, gagnaient des salaires inférieurs et vivaient dans des quartiers pauvres. Les esclaves libérés avaient des options limitées. Beaucoup avaient perdu des années de leur vie dans des harems, sans compétences commercialisables, en dehors du service domestique ou sexuel. Certaines épousaient des hommes qui acceptaient leur passé d'esclavage, souvent des hommes pauvres ou également libérés. D'autres restaient dans les maisons de leurs anciens maîtres comme servantes rémunérées, car elles n'avaient pas d'alternative.
Le terme « libération » était techniquement correct, mais pratiquement discutable. Les Tainset Sons, enfants des esclaves et des maîtres, naissaient libres selon la loi islamique. Cependant, leur statut social réel variait énormément. Si le maître reconnaissait officiellement l'enfant, celui-ci pouvait être intégré dans la famille avec des droits d'héritage. Si le maître ne reconnaissait pas l'enfant, celui-ci grandissait dans un statut ambigu, techniquement libre, mais socialement marginalisé et sans ressources. Ces enfants finissaient souvent dans la pauvreté ou dans le service domestique, perpétuant des cycles de dépendance. Le XIXe siècle a apporté une pression européenne croissante pour l'abolition de l'esclavage. La Grande-Bretagne, ayant aboli son propre commerce d'esclaves et ensuite l'esclavage dans ses colonies, faisait pression agressivement sur d'autres États pour faire de même. L'Empire ottoman, affaibli militairement et dépendant du soutien diplomatique européen, a commencé des réformes progressives. En 1830, le sultan, le Benudin Possessum Mahmoud II, a émis un firman libérant des esclaves blancs. Cette catégorie comprenait principalement des Grecs capturés pendant la guerre d'indépendance grecque de 1821, qui avait suscité une attention internationale significative. Elle incluait également des Circassiens et d'autres groupes caucasiens. Cependant, ce firman était cosmétique et limité. Il n'abolissait pas l'esclavage, il libérait seulement des catégories spécifiques d'esclaves pour des raisons politiques. En 1847, le marché des esclaves officiels d'Istanbul a été officiellement fermé. Ceci était une réforme plus d'apparence que de substance. Le commerce des esclaves s'est simplement déplacé vers des lieux plus discrets, maisons privées de commerçants, caravansérails, transactions informelles dans des quartiers spécifiques. Le commerce a continué, maintenant simplement moins visible pour les observateurs européens. En 1857, la pression britannique a abouti à un accord qui interdisait le commerce des esclaves entre le Soudan et l'Égypte ottomane, et à travers la mer Rouge vers le Hedjaz. Cette interdiction était nominale. Le commerce a continué illégalement. Les fonctionnaires ottomans responsables de l'application de la loi acceptaient fréquemment des pots de vin de la part des trafiquants. La demande d'esclaves restait élevée, créant des incitations économiques puissantes pour poursuivre le commerce. En 1887, un décret impérial a formellement déclaré l'abolition de l'esclavage. Le décret stipulait que le gouvernement impérial ne reconnaissait pas officiellement l'état d'esclavage et considérait par la loi que toute personne vivant dans l'Empire était libre. Cela a été une étape légale significative. Cependant, la loi manquait de mécanismes d'application efficaces. L'esclavage a continué d'exister de facto, maintenant déguisé sous des euphémismes. Les esclaves dans des maisons privées étaient officiellement appelés serviteurs, sans distinction légale entre esclaves de type chattel et serviteurs domestiques volontaires. L'achat d'esclaves, en particulier d'enfants, était officiellement appelé adoption. Ces fictions légales permettaient à l'élite ottomane de continuer à maintenir des esclaves tout en affirmant se conformer à la pression internationale contre l'esclavage. Le commerce des esclaves circassiens et africains a continué illégalement jusqu'au XXe siècle. Le dernier harem impérial a conservé des concubines jusqu'à l'abolition du sultanat en 1922. Dans des régions reculées de l'Empire, notamment en Arabie et dans le Golfe Persique, l'esclavage a persisté ouvertement des décennies après l'abolition officielle, protégé par des monarchies tribales qui résistaient à la modernisation. La réalité statistique de la manumission était sombre. La majorité des esclaves restaient en servitude jusqu'à la mort. Ceux qui obtenaient la liberté l'acquéraient souvent lorsqu'ils étaient déjà vieux, après des décennies de service qui avaient consumé leurs années productives. La manumission comme système fonctionnait davantage comme une soupape de sécurité psychologique, maintenant l'espoir qui rendait l'esclavage tolérable, que comme un véritable chemin vers la liberté pour la majorité. L'esclavage dans l'Empire ottoman a finalement pris fin, non par une évolution interne ou une réalisation morale, mais par l'effondrement de l'Empire lui-même. Lorsque le sultanat a été aboli et que la République de Turquie a été établie en 1923, la modernisation forcée sous Mustafa Kemal Atatürk a éliminé les institutions traditionnelles, y compris l'esclavage. Les États successeurs de l'Empire ont aboli formellement l'esclavage, même si dans certains cas, il a persisté illégalement pendant des décennies supplémentaires.
esclavage dans les galères, l'enfer flottant. La condamnation aux galères ottomanes était, pendant les siècles XVIe et XVIIe, l'un des destins les plus redoutés pour les captifs, les prisonniers de guerre et les condamnés. Être envoyé ramer sur une galère équivalait, dans la réalité, à une sentence de mort lente. Peu survivaient plusieurs années et ceux qui y parvenaient restaient physiquement et psychologiquement dévastés. Les galères n'étaient pas seulement des instruments de guerre et de pouvoir naval, mais également des espaces de souffrance extrême, où la vie humaine se réduisait à de la force motrice jetable. Une galère ottomane typique du XVIe siècle mesurait environ 40 mètres de long et 6 de large. Son design privilégiait la vitesse et la maniabilité, sans aucune considération pour le bien-être humain. Le pont était dominé par de longues rangées de bancs de rames où s'asseyaient entre 3 et 5 hommes par rame. Une seule embarcation nécessitait entre 250 et 300 rameurs pour fonctionner, tous enchaînés de façon permanente à leur poste. Les galériens portaient des chaînes aux chevilles, reliées à une épaisse chaîne fixée au banc. Cela ne permettait que le mouvement nécessaire pour ramer. Les hommes vivaient, dormaient, mangeaient, tombaient malades et mouraient sans jamais quitter leur place. Ils ne pouvaient pas se lever complètement, ni se déplacer librement, ce qui transformait chaque banc en une cellule ouverte, partagée et permanente. L'équipage de rameurs était composé de 3 groupes principaux, des esclaves achetés sur les marchés, des prisonniers de guerre capturés lors de campagnes militaires et des condamnés à des travaux forcés. Ce dernier système, adopté par les Ottomans selon des modèles européens, s'est consolidé au XVIe siècle. Les peines pouvaient varier entre 1 et 8 ans, mais la majorité des condamnés ne survivaient même pas la première année en raison des conditions extrêmes. Le travail de ramer combinait un effort physique brutal avec une durée épuisante. Les avirons étaient énormes et lourds, pesant jusqu'à 50 kg, et leur maniement nécessitait une coordination parfaite entre des dizaines d'hommes. Le rythme était imposé par le comité, superviseur principal des rameurs, qui utilisait un sifflet pour marquer le début et la fin de l'effort. Lors de traversées urgentes ou de manœuvres militaires, les galériens pouvaient ramer depuis l'aube jusqu'à bien après la nuit, avec des pauses minimales. En combat, ils ramaient pendant des heures continues sous le feu ennemi, sans possibilité de se protéger. Sous le comité agissaient les sous-comités, chargés de surveiller et de punir. Ils portaient des fouets en corde et les utilisaient sans pitié. La moindre erreur de rythme, signe de fatigue ou de faiblesse, était punie immédiatement. Les coups étaient déportés avec une force délibérée, déchirant la peau et provoquant des saignements constants. Le sol était taché de sang, de sueur et d'excréments, tandis que les cris de douleur se mêlaient au bruit rythmique des rames contre l'eau. L'alimentation était minimale, conçue uniquement pour maintenir les hommes en vie le temps nécessaire pour continuer à ramer. Le régime de base se composait de pain sec, de fèves ou de lentilles, et occasionnellement de poissons salés ou de viande de mauvaise qualité. L'eau était rationnée strictement, et sous le soleil méditerranéen, la déshydratation était constante. Les galériens mangeaient, sur leurs bancs, sans ustensiles, partageant souvent une même ration entre plusieurs. Les conditions sanitaires étaient épouvantables. Ne pouvant pas se déplacer, les rameurs se déféquaient et urinaient à leur place. Les déchets s'accumulaient entre les bancs, générant une odeur insupportable et attirant les insectes. Les infections cutanées, les ulcères et les blessures ouvertes étaient courantes, aggravées par l'humidité constante et le manque total d'hygiène. Dormir n'offrait aucun soulagement. Les galériens reposaient enchaînés, assis ou allongés sur du bois dur, sans couverture ni matelas. En hiver, ils souffraient du froid intense des vents maritimes. En été, de la chaleur étouffante des corps entassés sous le soleil. L'épuisement chronique érodait lentement toute résistance physique ou mentale. Les maladies se propageaient rapidement. La dysenterie était endémique en raison de l'eau contaminée et de la mauvaise alimentation. Le typhus, transmis par les poux, provoquait des épidémies mortelles. Les infections respiratoires se répandaient dans la proximité forcée et les blessures causées par les fouets s'infectaient souvent, entraînant une septicémie. La mort était quotidienne et considérée comme faisant partie du fonctionnement normal de la galère. Lorsqu'un galérien mourait,
son corps était retiré sans cérémonie et jeté à la mer. Lors des batailles ou des traversées longues, des dizaines de cadavres pouvaient être précipités par-dessus bord en un seul jour. Le banc vide était rapidement occupé par un autre captif, s'il était disponible. Les témoignages de survivants confirment la brutalité du système. John Fox, marin anglais capturé en 1563, a passé 14 ans à ramer sur des galères ottomanes. Ses mémoires décrivent un cycle interminable de violence, de faim et de terreur, jusqu'à réussir à s'échapper lors d'une incursion de corsaires. Jean Marteil, bien que prisonnier sur des galères françaises, a laissé des récits également applicables au monde méditerranéen, des fouets en mouvement constant, des corps déchiquetés et du sang coulant sur les bancs. Les batailles navales représentaient l'horreur ultime. Les galériens, enchaînés et sans défense, étaient envoyés directement au combat. Les boulets, la mitraille et les éclats de bois les tuaient ou les mutilaient sans possibilité de fuir. La bataille de Lépante, en 1571, marqua le point culminant et le début du déclin de la guerre des galères. Des milliers d'esclaves chrétiens qui rament pour les Ottomans furent libérés durant la défaite, certains se rebellant contre leurs ravisseurs en pleine bataille. L'espérance de vie d'un galérien ne dépassait guère 5 ans. L'usure physique extrême, la malnutrition, les maladies et la violence constante détruisaient rapidement le corps humain. Des punitions comme le bastinado, des coups de fouet sur les plantes des pieds, pouvaient rendre un homme incapable à vie, scellant son destin. Bien que les galères aient perdu leur importance militaire avec l'avancée des navires à voile, elles ont continué à être utilisées pendant plus d'un siècle, même comme embarcation cérémonielle de luxe. Le système a finalement disparu au XVIIIe siècle, mais pendant plus de 300 ans, des milliers d'hommes ont vécu et sont morts enchaînés, réduits à de simples instruments de propulsion humaine, dans l'un des systèmes d'esclavage les plus brutaux de l'histoire maritime.